Bonsoir. L'Autriche est à la présidence de l'Union européenne de janvier à juin 2006. Alors voilà un petit pays qui est fier d'être à la présidence de l'Union européenne, qui a de bonnes performances économiques, qui profite de l'élargissement de 2004, mais dont la population reste eurosceptique. Alors essayons de comprendre ce paradoxe autrichien. Voici une carte de l'Union européenne et de ses 25 membres. On le voit, l'Autriche est presque au centre. Après avoir été pendant toute la guerre froide à la fois au contact avec les pays du rideau de fer et en marge de la communauté européenne, l'Autriche a rejoint l'Union en 1995 et l'élargissement de mai 2004 la place cette fois-ci au carrefour d'ensemble dont elle partage des héritages historiques. Österreich en allemand, cela veut dire le royaume de l'Est. L'Autriche a longtemps été une partie du Saint-Empire romain germanique, du Xe siècle jusqu'à la dissolution de 1806. Or, à la fin du XIXe siècle, l'Autriche est tenue à l'écart du processus d'unité allemande par la Prusse, sa rivale, et elle se tourne alors vers l'Est. En 1867, la dynastie des Habsbourg fonde l'Empire austro-hongrois, concédant aux Hongrois une large autonomie, et cet empire central, multiethnique, va durer jusqu'en 1918. À l'issue de la Première Guerre mondiale, l'empire d'Autriche-Hongrie est démantelé par les Alliés. Le traité de Saint-Germain crée la République d'Autriche, mais contre la volonté de la majorité des parlementaires germanophones de Vienne. Car ces dernières considèrent le nouvel État comme non viable, centré autour du massif alpin, sans débouchés, avec une capitale sans arrière-pays, avec seulement 6 millions d'habitants sur 83 800 km². Alors rappelons que l'Empire austro-hongrois comptait 680 000 km² et 52 millions d'habitants en 1918, avec une industrie et des ressources réparties sur l'ensemble du territoire. Donc ces parlementaires autrichiens préféraient être rattachés à l'Allemagne. Eh bien c'est ce qui va se passer 20 ans plus tard, en 1938, avec l'Anschluss, c'est-à-dire l'annexion forcée de l'Autriche par l'Allemagne nazie. Alors, ces brèves notions historiques indiquent pourquoi l'identité nationale autrichienne a été si difficile à émerger. Pour un pays essentiellement germanique, de culture et de langue, mais tout à fait centre-européen par sa géographie et son histoire. Au fond, c'est peut-être le concept de neutralité qui va forger une identité proprement autrichienne après 1945. Le pays a été partagé en 4 zones d'occupation après la guerre, américaine, soviétique, anglaise, française, et en échange du départ des troupes alliées, l'Autriche, pour recouvrer sa pleine souveraineté, adopte en 1955 un statut de neutralité, c'est-à-dire que le pays ne peut pas rejoindre l'OTAN, ni le pacte de Varsovie, ni la communauté européenne de l'époque. Alors la fin de la guerre froide permet à l'Autriche d'adhérer à l'Union européenne en 1995. Le pays fait 83 800 km² pour 8 millions d'habitants. Des minorités slovènes, croates, hongroises vivent dans l'est et le sud du pays. Il y a aussi des minorités germanophones dans le nord de l'Italie, dans l'ancien Sud-Tyrol. L'Autriche est un État fédéral qui comprend 9 Länder, dont Vienne, la capitale. On le voit bien sur la carte, la capitale est excentrée. Vienne est à 40 km des frontières hongroises et slovaques, alors que Bregenz, à l'ouest, est à 670 km de Vienne, mais cette ville est accessible en voie directe par le territoire allemand. Alors cette situation est liée à l'histoire, mais aussi au relief. Les Alpes occupent presque 70% de la superficie du pays, et au nord de ces montagnes s'étend la plaine du Danube, qui est un axe majeur de passage entre l'Est et l'Ouest de l'Europe. Alors comment marche l'économie de ce pays? D'abord le secteur industriel. À Linz domine chimie et sidérurgie, à Vienne la pétrochimie, l'électronique et les hautes technologies liées à la recherche, et puis aussi l'industrie mécanique autour de la capitale. Steyr s'est développé dans la sous-traitance de pièces détachées, notamment pour BMW, ce que favorise la proximité avec l'Allemagne. Le reste de l'industrie automobile s'est développé à Graz, dans le sud du pays. L'Autriche est l'un des premiers producteurs d'électricité en Europe
il y a le Danube et le relief qui aident à l'implantation de barrages hydroélectriques. Maintenant, l'agriculture. On cultive du maïs, du blé, des betteraves, des fruits, du vin dans la plaine du Danube. Sur les pentes alpines, beaucoup d'élevage, donc production de lait. Depuis les années 90, l'agriculture s'est spécialisée dans les produits biologiques, dans les régions du Tyrol, de Salzbourg et de Styrie. Le bio couvre maintenant plus de 10% de la surface agricole du pays, avec 20 000 exploitants. Et puis les forêts ont permis le développement d'une industrie du bois et du papier. Troisièmement, les services. C'est ce secteur qui tire l'économie du pays. Le tourisme représente 10% du PIB et 5% de l'emploi. Grâce aux domaines skiables, les paysages dans le Tyrol, la région de Salzbourg, et puis les villes historiques comme Vienne ou Salzbourg. Il y a aussi les secteurs bancaires, transport, commerce, plutôt dans la capitale. Et puis je vous rappelle que c'est Vienne qui accueille le siège de l'OPEP, de l'Agence internationale de l'énergie atomique, le siège de l'OSCE, ou bien d'agences de l'ONU, comme l'ONUDI pour le développement industriel. On a une croissance de 1,7% en 2005, un taux de chômage de 6%, donc les performances de l'économie autrichienne sont supérieures à la moyenne de la zone euro. Le PIB par habitant est de 121, alors que la moyenne européenne est de 100, et les PIB français et allemands sont à 109. Alors plusieurs facteurs peuvent expliquer ces bonnes performances. D'abord, dans les années 90, les restructurations et la privatisation des entreprises d'État. Ensuite, l'adhésion à l'Union en 1995 a renforcé les liens économiques de l'Autriche avec ses deux principaux partenaires économiques, c'est-à-dire l'Allemagne et l'Italie, bénéficiant d'ailleurs surtout à la partie occidentale du pays qui est frontalière de la RFA. Et puis en 2004, il y a eu l'élargissement qui a placé le pays au cœur géographique de l'ensemble européen. À l'exception de la Suisse et du petit Liechtenstein, tous les voisins de l'Autriche sont membres de l'Union européenne. Et elle partage avec ces pays un long héritage historique et culturel. De 1998 à 2003, l'Autriche a ainsi multiplié par 5 ses échanges avec les pays d'Europe centrale. La Hongrie est le 3e partenaire commercial de l'Autriche. Les banques autrichiennes y détiennent 30% de parts de marché. La bourse de Vienne a racheté la bourse des valeurs de Budapest. Et d'ailleurs, ce rapprochement économique avec Budapest s'est traduit politiquement. Il y a même eu, le 20 décembre 2005, un conseil des ministres austro-hongrois à Vienne, un peu sur le modèle franco-allemand. Et évidemment, c'est une première depuis la fin de l'Empire austro-hongrois en 1918. L'Autriche est le principal investisseur étranger en Slovénie et en Croatie. Alors ça explique sans doute pourquoi le gouvernement autrichien pousse la candidature croate à l'adhésion, en échange, si on peut dire, de son accord pour la candidature turque. Alors il y a l'économie, mais il y a aussi la géographie et l'histoire. Les Balkans sont proches. Vienne participe au programme de stabilisation des Balkans du Sud et a envoyé un contingent de soldats au Kosovo et en Bosnie. Alors voilà un pays qui a tiré profit de son adhésion à l'Europe, puis de l'élargissement de celle-ci, et qui a pourtant une opinion publique de plus en plus eurosceptique. Alors c'est sans doute lié à la crainte de la libre circulation des personnes venant par exemple de Slovaquie ou de Hongrie ou de Tchéquie. Vienne a d'ailleurs obtenu de Bruxelles une période transitoire de 7 ans pour l'accès des ressortissants des nouveaux membres à son marché du travail. Et je vous rappelle que la victoire électorale du parti populiste de Haider en 1999 avait sans doute traduit cette peur du chômage et de l'étranger. Donc au programme de la présidence européenne de l'Autriche, il y a notamment les questions migratoires, justement, qui seront abordées au prochain sommet européen, la sécurité de l'approvisionnement énergétique de l'Union européenne, la préparation de l'adhésion de la Bulgarie et de Roumanie, et puis, après l'échec du traité constitutionnel, comment faire pour redonner confiance aux citoyens dans le projet européen ? Si vous voulez approfondir ces questions que je viens d'évoquer, vous pouvez lire « Quelle stratégie énergétique pour l'Europe ?»
de Christophe Paillard aux éditions de la Fondation Robert Schuman. Et puis 2 livres en allemand, L'histoire de l'Autriche de Karl Vosselka et La paradoxale République d'Autriche de 1945 à 2005 de Olivier Radkolb. Je vous signale aussi que Arte met désormais à la disposition de ses téléspectateurs un service de vidéo à la demande sur Internet. C'est-à-dire que vous allez pouvoir retrouver notamment l'émission du Dessous des cartes dans sa version française et ce dès le lendemain de sa diffusion. Il vous suffira de vous connecter sur artevod.com.